Ce ne sont pas les baleines qui sont en danger, mais nous, les baleiniers. Mon entreprise est menacée et je dis souvent qu'il faudrait l'inscrire au patrimoine mondial de l'humanité. Cour internationale de justice, en mars dernier. Les juges rendent leur verdict. Un drame national se profile au Japon. La Cour ordonne au Japon de ne plus permettre l'abattage, la pêche et le traitement des baleines. Depuis 1987, le Japon a chassé plus de 10 000 baleines en Antarctique, officiellement pour des recherches scientifiques, en réalité pour commercialiser leur viande. Une bonne affaire que les baleiniers ne veulent pas laisser tomber. Alors ils s'organisent. Leur but, convaincre le gouvernement de désobéir, et donc en premier lieu les Japonais, de consommer de la baleine. Aujourd'hui, c'est la journée porte ouverte au ministère de la Pêche à Tokyo. Le monsieur qui chante s'appelle Hideki Tokoro. Ne vous fiez pas à son costume, c'est le directeur d'une des plus grandes sociétés baleinières du pays. La mission de son copain, Balénine la mascotte, plaire aux enfants et même leur distribuer des snacks à la baleine. Pas simple de convaincre, aujourd'hui 85% des Japonais n'en mangent pas. Vous allez la manger? Oui, et c'est délicieux. C'est vraiment horrible. Et d'abord, pourquoi il a une cape? Tiens, prends des saucisses de baleine. J'en veux pas. L'argument choc de Tokoro, depuis l'interdiction de la pêche en Antarctique, il y aurait trop de petites baleines qui mettraient en péril les grosses baleines. Bref, selon lui, tuer des baleines sauverait la baleine. Démonstration. Pourquoi es-tu venu jusqu'ici? Ah, tes amis les baleines à barbe étaient trop nombreuses et tu te sentais trop à l'étroit. En Antarctique, les populations des petites baleines, comme celles de minke ou comme les baleines à bosse, augmentent et consomment tellement de poissons qu'elles prennent toute la nourriture des grandes baleines. La société baleinière va encore plus loin. Dans son film d'entreprise, elle explique que l'interdiction de la pêche menacerait carrément l'humanité tout entière. Depuis l'introduction du moratoire, le nombre de baleines a augmenté de 4% par an en moyenne. Encore plus pour certaines espèces. Selon certaines estimations, les baleines consomment de 3 à 5 fois plus de ressources marines que les hommes. À ce rythme, les ressources marines que l'homme peut consommer diminueront rapidement. Au secours, les baleines vont affamer les hommes. Un argument partagé par à peu près aucun scientifique en dehors du Japon. Mais tant pis, tous les professionnels du secteur suivent le mouvement. Vous êtes toujours contre manger de la baleine? Wada, à une centaine de kilomètres de Tokyo, la vitrine des baleiniers du pays. Ici, on harponne depuis des générations et on en est fier. Allez, j'y vais. Shuji Yoshinori a hérité de son père, qui lui-même avait hérité de son propre père, cette petite entreprise de pêche et vente de baleines. Il est devenu l'un des porte-parole des baleiniers japonais. Ses ouvriers viennent de pêcher un beau spécimen et, contrairement à beaucoup de ses collègues, il tient à présenter au public et à notre caméra l'art ancestral de la découpe. C'est quoi le truc blanc? C'est son appareil digestif. C'est pas son cerveau? Non, non, c'est pas son cerveau, sa tête est là-bas. C'est vrai que pour certains pays, cela peut paraître cruel. Mais personnellement, je trouve que cela fait partie de notre culture culinaire. Donc je suis ni pour ni contre. Les règles de pêche sont très encadrées. Chaque année, M. Yoshinori n'a le droit de harponner qu'un maximum de 26 baleines à bec, qui échappent aux règles internationales. Un scandale, selon lui. Ici, on ne prend que des baleines dont la chasse est autorisée par la Convention internationale. Pour ce qui est des baleines de minke, c'est interdit. Si on pouvait nous laisser chasser plus de baleines tout en ayant une gestion raisonnable des réserves naturelles, notre travail serait plus facile. Et lui ne réserve pas ses arguments aux familles du coin. Régulièrement, il offre une visite guidée à des délégations étrangères.
Des représentants de ministères ou agences de pêche, souvent hostiles à la chasse à la baleine. Si Yoshinori fait bien son boulot, ces hommes seront peut-être de futurs alliés. Ça, ce sont les harpons qu'on utilise. Et quand la pointe est enfoncée, elle ne peut plus ressortir. Le patron montre tout, des frigos de stockage à l'usine de conditionnement de la viande. Et au menu du déjeuner, farandole de baleine sur riz vinaigré. En fait, c'est la première fois qu'on me sert de la viande de baleine. Mais je n'en mange pas. Dans ma culture, on ne mange pas de baleine. Donc je n'y ai pas touché. Je ne sais pas le goût que ça a. En fin de journée, Shuji Yoshinori lance aux visiteurs un appel désespéré pour la survie de son industrie déclinante. Ce ne sont pas les baleines qui sont en danger, mais nous, les baleiniers. Mon entreprise est menacée et je dis souvent qu'il faudrait l'inscrire au patrimoine mondial de l'humanité. De quoi convaincre, au moins, le gouvernement japonais. Il y a quelques jours, il a annoncé que la pêche à la baleine continuerait l'année prochaine, malgré l'interdiction internationale. Le lobby des baleiniers a gagné une bataille, mais il continue la guerre. À Sugamo, au nord de Tokyo, Balénine la mascotte poursuit sa route. Aujourd'hui, c'est un concours de beauté pour vieilles dames qui est organisé. Officiellement, ces femmes ont tout un secret pour rester belles et en bonne santé, la baleine. Je me dis que si je suis autant en forme aujourd'hui, c'est peut-être parce que je mangeais beaucoup de baleines quand j'étais enfant. Les études montrent que la consommation de viande de baleine permet de rester en forme. En plus, on assimile mieux la graisse, ce qui aide à maigrir. Les maladies liées à l'âge sont freinées. Balénine est donc venue ici pour nous faire part de ces nouvelles découvertes. Là encore, aucune certitude scientifique. Félicitations. Un mot, s'il vous plaît. J'ai vraiment bien fait de passer par ici, sans quoi je n'aurais jamais gagné tout ça. Merci beaucoup. La grande gagnante est bien contente. Elle repart avec 6 sachets de compléments alimentaires et 24 boîtes de viande de baleine. La grande perdante, la baleine. Les associations anti-pêche comme Sea Shepherd dénoncent la cruauté de leur capture, ainsi que la mise en danger de certaines espèces. C'est ici que le tsunami a frappé en mars 2011. Aujourd'hui, des sacs de déchets radioactifs colmatent la brèche, là où la jetée a été brisée en deux par les flots, emportant tout sur leur passage. Sogo a dû ignorer l'interdit d'accès à cette zone pour découvrir que désormais, la digue est constituée de sacs radioactifs. La nuit est tombée sur la gare de Sendai, au nord du Japon. Comme tous les soirs, des sans-abri se préparent à passer la nuit par terre. Mais depuis plusieurs mois, quelque chose a changé. Des visiteurs inattendus ont pris l'habitude de venir discuter avec les SDF du coin. Des recruteurs pour Fukushima. Ils nous demandent « Vous cherchez du travail? Vous avez faim ?» Et si nous n'avons pas mangé, alors ils nous proposent un travail. C'est l'agence Reuters qui a révélé le scandale il y a quelques jours. Ces SDF sont embauchés pour décontaminer le site de la catastrophe nucléaire. Souvent sous-payés et mal protégés, ils pallient le manque d'ouvriers volontaires dans le pays. Derrière ces embauches, l'ombre de la mafia japonaise. Les Yakuza ont mis la main sur le marché de la décontamination, aucun scrupule et des résultats souvent catastrophiques. Nous sommes dans la zone rouge avec les équipes de nettoyage. Ces hommes sont suspectés d'avoir été recrutés par la PEC. Fais attention, le caméraman est en train de filmer et n'enlève surtout pas ton masque. Dans ces sacs noirs en plein air, des déchets radioactifs. Les consignes sont strictes. Ici, personne ne doit parler à la presse. S'il vous plaît, ne me posez pas de questions. Ne vous approchez pas de moi. Je ne sais rien, demandez à mon chef. Le chef, lui, n'est pas plus accueillant. Arrêtez de filmer ou je vous fais arrêter. C'est trop dangereux. N'approchez pas des ouvriers. Partez. Les Yakuza, la plus grande organisation de crime organisé au monde, avec 85 000 membres impliqués dans le trafic de drogue, la prostitution
ou encore le secteur de la construction. La loi japonaise interdit aux entreprises de faire affaire avec eux, mais ces gangsters sont si puissants que personne n'ose dénoncer leur présence à Fukushima. Alors sur les chantiers, les bavures s'enchaînent. Des travailleurs chargés de la décontamination de Fukushima sont soupçonnés d'avoir jeté des déchets radioactifs dans la nature, mettant en danger des populations. Sur ces images, 2 ouvriers sont pris en flagrant délit par des journalistes japonais. Ils lavent leurs bottes contaminées dans une rivière. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Shogo Domae habite la région de Fukushima. Il a découvert que de nombreux déchets n'étaient pas envoyés vers les centres de stockage, mais abandonnés dans la nature, et parfois même au cœur des villes encore désertes. Regardez au loin ces sacs noirs. Ce sont les déchets. Ils les mettent dans les jardins des maisons. Ils ne respectent aucune règle de sécurité. Il devrait y avoir une bâche bleue imperméable sous ces 2 sacs pour éviter que la radioactivité s'écoule dans le sol. C'est obligatoire, mais ils n'en ont rien à faire. Attention, la police arrive. Cachez la caméra. Son enquête dérange les autorités, car officiellement, cette ville est presque décontaminée. Les habitants seront bientôt autorisés à y revenir. Mon compteur indique 1,70 microsieverts, alors que la limite d'exposition au rayonnement autorisé en temps normal est de 0,23. Là, nous sommes très exposés, puisque le taux est 7 fois plus élevé. Des amoncellements de sacs radioactifs, Sogo en a trouvé dans les montagnes, en bordure de rivières, et même face à la mer. C'est ici que le tsunami a frappé en mars 2011. Aujourd'hui, des sacs de déchets radioactifs colmatent la brèche, là où la jetée a été brisée en 2 par les flots, emportant tout sur leur passage. Sogo a dû ignorer l'interdit d'accès à cette zone pour découvrir que désormais, la digue est constituée de sacs radioactifs. C'est de la folie. Pas besoin d'un tsunami, la moindre vague peut emporter ces sacs. Je ne veux pas croire que le gouvernement ait pu autoriser ça. Soit il n'est pas au courant, soit il ne veut pas l'être. Selon vous, c'est la mafia qui a fait ça? Oui. Oui, c'est la pègre qui a fait ça. Nous partons pour la ville voisine d'Iwaki. C'est ici, dans le quartier rouge, que les Yakuza se retrouvent le soir. Nous avons rendez-vous avec un homme qui connaît bien le système, et pour cause. Yoshinori Kaneyama est un ancien Yakuza. À Fukushima, il a travaillé sur les chantiers de décontamination, puis à l'intérieur de la centrale. Écœuré par ce qu'il a vu, il a quitté l'organisation mafieuse. Tout a commencé parce que les entreprises officielles n'arrivaient pas à recruter assez de main-d'œuvre. Les travailleurs ordinaires, les civils, s'échappaient ou démissionnaient. Les Yakuza leur ont donc proposé d'utiliser leurs membres pour remplacer les civils. Comment est-ce que les Yakuza obtiennent les contrats? Ils ont créé leurs propres entreprises de construction et ils ont nommé à leur tête des diplômés d'université avec un casier judiciaire vierge. Mais ce sont bien des Yakuza qui dirigent les opérations dans l'ombre. Sur les chantiers, combien y a-t-il de travailleurs Yakuza? Plus de la moitié sont affiliés à la mafia. Au début, les recrues étaient très facilement reconnaissables à leurs tatouages et à leurs doigts coupés, les signes distinctifs des Yakuza. Mais maintenant, ils sont devenus plus prudents, ils envoient des recrues non tatouées, donc moins facilement repérables. Les Yakuza ne lâcheront pas facilement ce marché. Le gouvernement a promis 9 milliards d'euros sur 3 ans pour décontaminer la région. Les autorités ont-elles pu ignorer qu'une partie de l'argent terminait dans les caisses de la pègre? C'est le ministère de l'Environnement qui supervise directement les opérations. Le porte-parole accepte de nous rencontrer, mais l'interview tourne court. Êtes-vous au courant que les Yakuza ont infiltré les opérations de décontamination? Ce que je peux vous dire, c'est qu'ici à Fukushima, nous respectons la loi à la lettre. Nous faisons tout ce qu'il faut pour ne pas blesser la nation japonaise. On va arrêter là. Nous insistons. Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au début, on ne savait pas au ministère. On l'a appris après que des Yakuza s'étaient infiltrés.
Veuillez cesser, s'il vous plaît. Les autorités japonaises, pas pressées d'en finir avec les yakuza. L'année dernière, plusieurs mafieux ont été arrêtés, accusés d'avoir infiltré des entreprises de nettoyage et de payer les décontamineurs en dessous du salaire minimum. Mais aucune condamnation. Quand je compose, la musique essaye de descendre par un petit trou que je visualise dans ma tête. Pour faire ça, je dois me concentrer. Je vais chercher les notes de musique dans ce trou. C'est par là qu'elles descendent. C'était l'apogée de sa carrière. Salle comble et standing ovation à chaque concert. Un public ému jusqu'aux larmes. Sa symphonie en hommage aux victimes d'Hiroshima lui a permis de devenir un héros au Japon. À 50 ans, Mamoru Samuragoshi était considéré comme un compositeur de génie. Sourd depuis l'âge de 35 ans, on le surnommait le Beethoven japonais. Mais le monde vient de découvrir qu'en fait, le virtuose ne jouait que de la flûte. Sa carrière n'est qu'une imposture. Les morceaux de musique majeure de Mamoru Samuragoshi, qui est connu pour être totalement sourd, ont en fait été écrits par un autre compositeur. 6 février dernier, le vrai compositeur, jusqu'ici anonyme, sort de l'ombre et convoque la presse. Moins de cheveux, moins de charisme, mais a priori plus honnête. Niigaki a décidé de tout balancer. Depuis que j'ai rencontré Mamoru Samuragoshi il y a 18 ans, j'écris les morceaux de musique en son nom. Je suis son complice. Pire encore, le Beethoven japonais n'avait pas seulement menti sur ses compositions. Depuis la première fois que je l'ai rencontré, et ce jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu l'impression qu'il était sourd. Pas plus sourd que compositeur. Depuis, Samuragoshi se planque. Par fax, il reconnaît les faits. 8 pages manuscrites envoyées aux médias. J'ai pris mon stylo parce que je voulais m'excuser sincèrement pour ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, Samuragoshi s'est créé un personnage hors norme. Celui d'un fils de rescapé d'Hiroshima, virtuose du piano dès l'âge de 4 ans. Sa carrière explose en 1996. Avec ses succès, il fait le tour du monde. Et ce jour-là, une nouvelle fois, il récolte les lauriers qu'il ne mérite pas. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir le compositeur, Monsieur Samuragoshi. S'il vous plaît, rejoignez-nous sur scène. Devant les caméras, il s'affiche en homme sensible et fait le tour des hôpitaux à la rencontre d'enfants malades. L'an dernier, un documentaire d'1 heure lui est même consacré sur la télévision publique japonaise. Pour qu'il comprenne les questions, un interprète en langage des signes lui traduit. Quand je compose, la musique essaye de descendre par un petit trou que je visualise dans ma tête. Pour faire ça, je dois me concentrer. Je vais chercher les notes de musique dans ce trou. C'est par là qu'elles descendent. En revanche, pas question de montrer à l'équipe de télé comment il compose. Mytho oblige. Il a terminé le requiem dans sa tête. Il va se mettre à écrire. Samuragoshi considère qu'écrire, c'est comme un accouchement. C'est sacré. Il refuse qu'on le filme. Après 12 heures, enfermé dans sa chambre, il accepte de nous montrer son travail, un morceau de piano de 14 minutes. Une mise en scène pour continuer l'escroquerie. À Hiroshima, sa ville natale, le déshonneur est encore plus profond qu'ailleurs. À cause de lui, son père doit aujourd'hui fuir les journalistes locaux qui font le pied de grue devant sa maison. Monsieur, juste un mot, s'il vous plaît. Sa symphonie Hiroshima, écrite en hommage aux victimes, s'est vendue à 180 000 exemplaires et lui a valu le titre de citoyen d'honneur. Comme tout le monde, la mairie s'est fait avoir et ne s'en remet pas. C'est vrai qu'on a reçu des plaintes très dures. Certains habitants nous disent qu'on aurait dû enquêter davantage sur Samuragoshi, qu'on aurait dû défendre l'honneur de la ville comme des samouraïs. Je tenais à m'excuser profondément pour avoir causé tant de problèmes.
Mais alors, comment la supercherie a-t-elle pu tenir près de 20 ans? Norio Koyama a la réponse. Il vient d'écrire la biographie du faux Beethoven. C'est aussi un proche du vrai génie. Celui qui a écrit les partitions dans l'ombre est un homme discret, prof de musique à mi-temps. Ça ne déplaisait pas à Nigaki, le vrai compositeur, d'être le nègre de Samuragoshi, parce que grâce à la marque Samuragoshi, ses passages en télé, ses succès, sa musique était écoutée par beaucoup de monde. Quand Nigaki sortait ses propres morceaux en son nom, personne ne les écoutait. Un événement a finalement fait sortir Nigaki du placard. Une de ses compositions allait faire le tour du monde sans que personne ne sache qu'il en était l'auteur. Pour les JO de Sochi, le patineur japonais a choisi la sonate pour violon de Samuragoshi. Pendant des mois, le sportif a dansé sur des fausses notes. Il a même dû se justifier. Quand j'ai découvert ce scandale, j'étais sous le choc. On s'est bien sûr interrogé sur le fait de continuer à utiliser cette musique ou non pour la compétition. Mais j'avais choisi ce morceau non à cause de l'histoire du compositeur, mais simplement parce que j'aimais beaucoup cette musique quand je l'écoutais. Le patineur n'est pas le seul mélomane qui n'est pas rancunier au Japon. Depuis le scandale, les CD de Samuragoshi sont au top des ventes de musique classique. C'est un grand jour pour Akiko Usui. Elle choisit son kimono de mariage. La séance d'essayage dure des heures, évidemment. Le blanc à fleurs, le rouge, non le violet, à moins que ce soit le noir à motif jaune. Je ne sais pas si je peux dire que je me sens spéciale ou si j'ai le premier rôle. Mais je n'ai pas tellement d'occasion d'être traitée comme ça. Je me sens juste heureuse. Akiko est totalement relookée pour son mariage. Kimono, nouvelle coiffure et tutti quanti. Il ne lui manque que le fiancé. En fait, tout ça c'est du flan. L'idée est de vivre les sensations d'un jour de mariage, même s'il n'y a pas tout ce qui va avec. Akiko a 38 ans, elle est célibataire depuis 10 ans et ne trouve pas de mari. Pas grave, au Japon on peut désormais se marier tout seul, et ça n'a pas l'air de déprimer l'intéressé. On n'a pas vraiment besoin d'avoir un fiancé. En fait, on peut s'amuser sans eux. Donc ça ne sert à rien de mettre de l'énergie dans la recherche d'un partenaire. C'est l'agence de Yukiko Inoue qui a inventé le concept du mariage en solo. Depuis qu'elles sont petites, les Japonaises rêvent de porter une robe de mariée un jour. Mais le temps passe et elles sont toujours célibataires. Elles n'ont aucune perspective de se marier et elles se disent qu'elles vont finir leur vie sans avoir pu porter une robe de mariée. Et ça marche. Lancée en juin dernier, sa nouvelle formule affiche complet malgré son prix, 3 000 €. Yukiko surfe sur le déclin de l'amour au Japon. L'archipel est le pays du célibat. La moitié des femmes et plus de 60% des hommes de 18 à 34 ans ne sont ni mariés ni en couple. Et ça, le gouvernement ne peut plus le tolérer. Le Japon vieillit trop, il n'y a pas assez d'enfants. Le pays risque de perdre un tiers de sa population d'ici à 2060. Alors les autorités investissent 25 millions € par an pour promouvoir les rencontres. En voiture. Nous sommes dans la province de Gifu, dans l'ouest du pays, avec un sauveur de l'amour payé en partie par l'État, un animateur de speed dating. J'imagine que vous êtes encore un peu tendu. Y a-t-il des gens parmi vous qui prenaient le train pour aller à l'école? Moi, c'était mon cas. J'aimais beaucoup le train, car c'était l'occasion de regarder les filles des autres écoles. C'est cette petite excitation que j'aimerais que vous ayez aujourd'hui. Dans le train, la préfecture de Gifu a livré 40 célibataires aux mains du redoutable Ryusuke. Ça le fait d'être comme ça, accroché à la poignée et de découvrir par hasard que la femme assise en face de vous vous plaît? Vous ne trouvez pas? De quoi vous avez honte, les mecs? Terminus, tout le monde descend. C'est l'heure de la balade au bord de la rivière. Ryusuke a réussi à créer 3 couples aujourd'hui, parce qu'il connaît la mentalité japonaise, nous dit-il. Les Japonais font vraiment attention au regard des autres. Ils ont peur de passer pour des prétentieux s'ils mettent trop d'ambiance, par exemple. Il y a donc peu de rencontres dans le cercle proche.
Je me suis rendu compte que la communication se faisait mieux entre personnes qui viennent de loin comme aujourd'hui. Et pour les cas les plus difficiles, les autorités ont prévu l'artillerie lourde. À Tokyo, nous assistons à ce qu'on appelle ici un mashikon. C'est Cupidon version Godzilla. Un speed dating gigantesque où on peut manger, boire et plus si affinité. Aujourd'hui, 10 000 participants sont rassemblés pour cette grande foire de l'amour, comme Megumi et Shiori. Je fais parfois des rencontres par le biais d'amis qui me présentent quelqu'un. Mais de manière générale, je fais peu de rencontres au boulot. C'est pour ça que je viens ici pour trouver quelqu'un. Première étape pour ces deux infirmières, coller un maximum d'informations sur l'étiquette qu'elles portent autour du cou. Par exemple, être l'aîné de la famille n'est pas un bon point car l'aîné s'occupe des vieux parents. Pas terrible pour draguer. Le groupe sanguin fait aussi partie des critères qui peuvent faire la différence. Avec le groupe sanguin, on peut deviner à peu près le caractère de la personne en question. Quand on se retrouve avec une personne du même groupe sanguin, le contact passe plus facilement. Elles partent en chasse. En 2 minutes, elles sont attrapées par une hôtesse. Il faut aller vite. Vous êtes bien deux ce soir? Oui. Partons donc à la recherche de 2 hommes. Y a-t-il 2 hommes venus ensemble ce soir? Ah, j'en ai déjà trouvé! Je vous invite à faire connaissance, car c'est un lieu de discussion libre. Je mets les pieds dans le plat. Vous êtes sœurs jumelles? Pas du tout. Vous êtes sœurs alors? Pas du tout. Il va falloir faire mieux. Les participants n'ont que 2 heures pour scorer. L'événement est soutenu par le très sérieux groupe de parlementaires pour les rencontres amoureuses. Les députés ont même inventé une grosse peluche rose pour motiver les participants. Voici la mascotte Miaou-chan. C'est l'animal de compagnie de Cupidon. Elle est descendue au Japon pour chercher des cœurs en mal d'amour. Elle se rend souvent dans des lieux comme ici qui fourmillent de cœurs à prendre pour rendre les gens heureux. Le groupe des parlementaires pour les rencontres amoureuses a pour objectif de mettre en avant les bons côtés du mariage et d'inciter les jeunes générations à franchir le pas pour qu'ils fassent beaucoup d'enfants et qu'ils vivent heureux. C'est ça qui redonnera du souffle à la société japonaise. L'État fait son maximum donc, mais il n'est pas seul dans la lutte. Ces dernières années, d'autres font leur possible pour motiver les jeunes couples, les prêtres. Dans la banlieue de Tokyo, un temple shinto-bouddhiste propose d'intercéder auprès des divinités pour que les Japonais trouvent l'âme sœur. 50 € la journée. Baissez la tête, joignez vos mains et inclinez-vous. Ensuite, les participants prennent la route d'une cascade d'eau gelée. L'un après l'autre, au son des incantations, ils crient leur souhait le plus cher. Faites que je rencontre une petite amie. Grâce à l'eau de la cascade, vous avez tous reçu le pouvoir du dieu Fudo-Myo. Si Miaou-chan la mascotte, le speed dating et même l'aide des dieux ne suffisent pas, il reste toujours le mariage en solo. Akiko pose dans une jolie forêt de bambou à Kyoto pour sa séance de photos toute seule. Ça n'aidera pas à repeupler le Japon, mais au moins, ça soutient l'économie locale. Face à lui, une autre japonaise et son robot chauve-souris. Combattez! À Tokyo, un stade commence à accueillir des centaines de personnes. Bonjour, bienvenue. C'est le temple du sport traditionnel japonais, le sumo. Mais aujourd'hui, à l'heure de la pesée, les sumotori ont perdu quelques quintaux. Les concurrents doivent faire moins de 3 kilos.
Parfait. Voici la 27e édition de Robo Sumo, la plus vieille et la plus importante compétition de combat de machines au monde. Des équipes de 16 pays différents vont s'affronter pendant quelques secondes. Attention, prêt? Combattez! Le principe est simple, il y a un cercle aimanté et 2 robots munis de détecteurs de mouvement. Ils doivent essayer de s'expulser de la plateforme grâce à l'intelligence artificielle. Ils ne sont pas télécommandés. Éliminé! Parmi les candidats qui viennent défier les maîtres japonais, voici Pierre-Marc, Charles et Jérôme. C'est même la première fois que le Canada participe. Venus de Montréal donc. Ils sont ingénieurs et passionnés par les robots. Ils ont tout payé de leur poche, le voyage, comme leur machine. Le plus de nos Québécois, un moteur très puissant avec des roues autobloquantes. Donc on a mis aussi beaucoup d'aimants pour que dans le fond c'est des arènes de métal, donc on veut vraiment coller à l'arène. Un peu stressé, mais je pense qu'on est quand même optimiste. C'est quand même dur d'évaluer les autres robots parce qu'à l'œil on peut pas savoir la puissance qu'ils ont. Donc mais je pense qu'on est très optimiste pour avoir des bonnes performances. Donc pour l'instant, les Japonais, ça reste les leaders des combats de robots. Oui, vraiment, c'est une catégorie à part. Oui, vraiment à part. En coulisses, tous les concurrents s'affairent autour de leur machine. Dernier préparatif avant de pénétrer dans l'arène, pour ceux qui n'ont pas été vaincus par le décalage horaire. Début du concours, le tirage au sort les fait affronter une équipe turque. Mais rien ne se passe comme prévu. 1, 2, posez! Tabernacle, ils sont éliminés. On y a glissé en dessous de nous autres puis on a reviré à l'envers. C'est la vie. Le concours se poursuit sans eux. Ah vous venez du Mexique? Lui, c'est Monsieur Takayuki, le grand favori de l'épreuve. Cet ingénieur à la retraite a déjà remporté 4 titres ici. Mon point fort, c'est cette lame. Avec cette lame, mon robot peut passer sous l'autre et l'arracher du sol. Surtout, il y a un logiciel de détection capable d'attendre le meilleur moment pour attaquer, trouver le point faible et retourner l'adversaire. Dès les premiers tours, la machine de Monsieur Takayuki écœure ses adversaires. Il élimine le Mexique, la Pologne et la Colombie. Victoire à gauche. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Ils utilisent des pièces et des moteurs plus petits que nous, mais ils sont plus rapides. Et leurs aimants collent mieux au sol. On ne sait pas comment ils font. Monsieur Takayuki est en finale. Au Japon, les robots sont plus qu'une passion, c'est un mode de vie. Adopté par Monsieur Yamaguchi. Son truc à lui, parmi les dizaines de concours du pays, ce sont les combats de robots samouraïs. Cet ingénieur de 33 ans, fou de robotique, nous entraîne dans le quartier d'Akihabara. Bonsoir. Là où les geeks viennent chercher les pièces détachées de leur bébé de métal. Je viens pour faire mes derniers essais. Dans ce magasin spécialisé, il vient perfectionner son robot samouraï et le mettre au point. C'est la 8e machine qu'il construit, pièce par pièce. Grâce à des capteurs 3D, son bras articulé repère seul sa cible, ici de couleur jaune, et décide du meilleur mouvement à effectuer, quelle que soit sa position. Ah oui, il faut encore que j'améliore ça. C'est la partie théorique, la programmation du logiciel qui est la plus compliquée, pour prévoir tous les mouvements du robot. Monsieur Yamaguchi passe 3 heures par jour sur sa dernière création qui lui a coûté 1 million d'euros en pièces détachées. Ça vaut le coup. Surtout si je peux m'amuser et le montrer aux autres. Ce sera pour demain. Il participe à un concours de robots samouraïs. Bienvenue à Yokohama, à 1 heure de train de la capitale. Ici, pas de stade réservé. Rendez-vous dans cette école municipale pour une vingtaine de mordus de robotique. Mais c'est très sérieux.
Il y a un arbitre de kendo, l'escrime japonaise, qui est là pour compter les points. Et le vainqueur empochera 4 000 €. C'est parti. Je ne sais pas si je peux gagner, mais mon robot est prêt. Pas de chance pour lui, il doit affronter son meilleur ami au premier tour. Monsieur Yamaguchi a été mon maître dans l'apprentissage des robots. C'est donc un combat entre le maître et l'élève auquel vous allez assister. Et comme le veulent les légendes des mangas, j'espère que c'est l'élève qui va l'emporter. Je vous remercie de m'avoir écouté. Combattez! Touche bleue! La légende dit vrai. Monsieur Yamaguchi est éliminé. Et vous pouvez applaudir le vainqueur. Le concours se termine avec l'élève sur le podium et un lot de consolation pour le maître, celui de la meilleure innovation pour son logiciel de combat. Retour au temple du sumo, à Tokyo. Le concours bat son plein. Les concurrents ne font qu'un avec leur drôle de machine. Et chacun sa technique. La toupie pour expulser l'attaquant. Ou le torero avec un drapeau pour tromper l'adversaire, même si ça ne marche pas à tous les coups. Certains robots meurent sur scène. Nous retrouvons Monsieur Takayuki, le favori pour le titre de champion du Japon. Face à lui, une autre japonaise et son robot chauve-souris. Combattez! Nouvelle victoire de Takayuki, quintuple champion. Pourquoi tout ça est-il si important pour vous? Certaines technologies contribuent au bien-être de la société et peuvent être une source de bonheur. Elles facilitent la vie des gens. Des robots remplacent déjà certains ouvriers sur le site de Fukushima, par exemple. Mais avec ce concours, le Japon prépare aussi ses Jeux Olympiques, organisés à Tokyo en 2020. Pour la première fois, il y aura une compétition de robots contre des êtres humains et les Japonais comptent bien remporter cette médaille-là.